Eh bien bonsoir, bonsoir à tous. Là on va faire une très longue vidéo sur le libre-échange, la souveraineté alimentaire et la fin probable de l'agriculture en France. Ça va commencer, vous allez voir, avec les apiculteurs. Alors avant tout, je vais me permettre de vous faire un petit point boutique, puisque là on n'est plus qu'à quelques jours de Noël, d'autant qu'en ce moment on a des promotions. Vous allez comprendre pourquoi il y a des promos sur le miel en ce moment. Donc il y a 15% sur tous les miels normalement maintenant, 15% aussi sur les coffrets, si vous voulez en offrir, 32 € le coffret de 3 pots. Et puis sur cette page promo et Noël, vous trouverez aussi les chocolats de Camaillos qui font exclusivement pour Noël, notamment les papillotes, des truffes et des orangettes comme l'année dernière. Un petit mot sur le cacao en poudre, c'est les deux derniers, avant peut-être février, mars, le temps qu'ils en refabriquent, parce que c'est un produit qui a été victime de son succès. Quant aux papillotes et aux truffes, ça sera fabriqué jusqu'à Noël à peu près, et puis après ils écouleront quelques stocks qui leur restera, mais voilà, en général, après Noël, les gens n'en achètent plus, donc c'est le moment, parce qu'après ça disparaîtra des rayons. Il y a aussi une grosse promo sur les t-shirts, les penseurs que j'avais fait il y a longtemps. Là, j'ai plus que quelques tailles, il n'y a pas toutes les tailles, c'est vraiment la fin, donc c'est pour ça que je les brade, et je pense qu'ils seront bradés encore après. Donc voilà pour Noël, c'est le moment de commander, c'est la dernière ligne droite, puisque nous sommes le 14, si vous voulez être livré avant le 24, c'est le moment, ce week-end c'est parfait. Vous recevrez votre commande pour Noël, à part si vous prenez peut-être une planche ou une chemise, c'est des produits fabriqués sur commande, alors il peut y avoir un délai supplémentaire. Et justement au niveau des délais, ne vous fiez pas trop à ceux qui sont indiqués dans le panier, parce que c'est des délais qui sont fixés automatiquement. On n'est pas chez Amazon où tout ça se calcule en fonction des disponibilités de ceci ou de cela. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous trouverez d'ailleurs tout un tas de nouveautés qui ont été mises en ligne au cours de l'année. Et on a une jolie promo en ce moment sur le miel. Et vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi, parce que en ce moment les apiculteurs sont dans la galère, ce sera la conclusion de la vidéo qui va suivre. Mais avant ça, rétrospective. C'était le 17 mars 2020. Emmanuel Macron voulait repenser une mondialisation sans filet. Ah, il nous avait manqué celle-là, hein, Sibeth Ndiaye. Il y en a qui s'en souviennent? Ah là là. On les oublie, mais rien que de revoir sa tête, c'est un spectacle comique remémoré et renouvelé. Alors Macron nous disait: le paradigme de l'éclatement des chaînes de production à l'échelle mondiale, notamment en Chine sans filet de sécurité, doit changer. Voilà, c'était ici, a déclaré le chef de l'État. C'était le grand leitmotiv pendant la pandémie, ou au début en tout cas, où on te disait, voilà, cette mondialisation a montré ses fragilités, on ne reviendra pas au monde d'avant, nous allons tirer les conclusions de cette situation, et blablabla, et on veut rebâtir une souveraineté nationale, on va relocaliser les industries stratégiques, hein. Il était allé dans une usine de masques, voilà, c'était la même période, le même mois en 2020. Le chef de l'État appelait avec force à un sursaut de souveraineté pour ne plus dépendre d'importations dans les secteurs de première nécessité. Alors toute cette mentalité, en tout cas le discours, est resté au fil du temps. Et là nous sommes le 9 septembre 2022, donc presque 2 ans plus tard. Emmanuel Macron appelle à consommer français en pleine crise alimentaire et énergétique. La souveraineté agricole et alimentaire est la mère des batailles, a défendu le président français. Nous avons actuellement un ministère de l'Agriculture qui s'appelle Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On va voir que tout ça, dans les faits, ne débouche pas sur grand-chose. Nous traversons une période très particulière, grave, difficile, qui suppose la mobilisation de tous. Cette souveraineté agricole et alimentaire est absolument indispensable, c'est la mère des batailles. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent qu'acheter français, consommer français, aimer notre agriculture, c'est la clé pour garder cette souveraineté et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois. Donc, si nous ne sommes pas souverains alimentairement en France, c'est la faute des Français qui n'achètent pas français. Mais lui, par contre, vous allez voir qu'il s'en lave les mains. Parce que pendant que tous ces discours étaient multipliés sur l'importance de la souveraineté, la relocalisation et tout le tintouin, eh bien en coulisses, les négociations continuaient sur les accords de libre-échange habituels, et selon les mêmes critères que d'habitude. Et ces accords de libre-échange ont eu une petite tendance à sacrifier certains intérêts français. Alors, il y a eu dans les années 80-90 la liquidation par exemple de l'industrie textile en échange de l'entrée sur le marché chinois des services d'assurance du Royaume-Uni.
C'était un négociateur britannique qui avait obtenu ça à l'OMC. Il avait dit on ouvre les frontières au textile, puisqu'on n'en produit plus au Royaume-Uni, et en échange, vous ouvrez votre marché à nos services d'assurance et de machin. Et les Chinois avaient dit oui. Et donc, toute l'industrie textile en Europe et notamment en France a coulé en échange d'un développement des industries au Royaume-Uni. Et donc aujourd'hui, il se passe à peu près la même chose dans les derniers traités de libre-échange, en tout cas ceux qui sont négociés actuellement, mais avec l'agriculture. Et avec le Mercosur notamment, bon, ça fait quand même 20 ans qu'il est en discussion et le truc patauge, mais je rappelle que cet accord est présenté comme, il est nommé Car for Cause, des voitures contre des vaches. C'est un accord de libre-échange qui vise à favoriser les exportations européennes d'automobiles, mais également les exportations textiles, pour ce qu'il en reste, et alimentaires, fromage, lait en poudre, donc en fait les produits de l'industrie agroalimentaire. Par contre, les importations en provenance des pays du Mercosur seraient favorisées, notamment la viande, bœuf, poulet et l'éthanol. Donc on échange des produits agricoles de base contre des produits à transformer, et notamment des bagnoles. Donc là, c'est l'Allemagne qui est à la manœuvre maintenant, et qui sacrifie les industries, enfin l'agriculture française en l'occurrence, pour promouvoir, pour faciliter les échanges commerciaux qui l'arrangent, c'est-à-dire les produits notamment de l'industrie automobile. Alors cet accord est négocié depuis 20 ans. On pensait que peut-être cette année, il pourrait aboutir à une signature, notamment avec le départ de Bolsonaro, mais tout ça ne s'est pas fait. Il y a en ce moment des difficultés autour de réglementation sur le climat, sur la déforestation, et tout ça ne date pas d'hier, hein, on s'en souvient, 29 août 2019, donc là c'était avant le grand blabla sur la relocalisation. Macron était à fond sur le Mercosur au début. Il en avait rien à foutre que ça bousille l'agriculture en France. Au contraire, il disait que l'accord était bon à ce stade et il mettait en garde contre des attitudes néo-protectionnistes. Il avait prôné une ouverture commerciale sans naïveté, exigeante sur le plan climatique. Ça nous rappelle un peu ce champion du monde de Thierry Breton qui nous rappelait qu'on n'est pas des neuneux, hein. Là aussi, sur le libre-échange, on n'est pas des neuneux. Bah non, on sait exactement qu'on se fait entuber et on roule comme ça sur l'autoroute du libre-échange sans pouvoir changer de trajectoire alors que tout le monde sait qu'on va dans le mur. Donc quand Bolsonaro est arrivé, eh bien c'était le Trump brésilien, on va pas signer avec lui, et puis il est méchant avec l'écologie. Donc Macron avait pris quelques postures et avait essayé d'exiger des garanties sur la déforestation, et notamment il voulait empêcher Bolsonaro de quitter l'accord de Paris. On va en reparler parce que ça, c'est devenu la nouvelle marotte pour nous verdir ces fameux accords de libre-échange. Alors tout ça était bien sûr de la posture, parce que dans l'accord, comment dire, à moins que le type quitte l'accord de Paris, l'accord n'est conditionné à aucun effort, à aucun respect d'engagement en matière d'écologie. Donc Macron avait fait un revirement parce que Bolsonaro était pas gentil, il lui avait craché à la gueule, voilà. Il y avait Merkel qui avait dit, c'était drôle, je crois que la non-conclusion de l'accord avec le Mercosur ne contribuerait en aucun cas à ce qu'un hectare de moins ne soit défriché au Brésil. Au contraire, voilà, non, on a envie de vendre nos bagnoles, l'écologie, on va oublier, et bien entendu, que cet accord existe ou pas, ça n'a pas d'incidence sur la déforestation. Au contraire même, en fait, si on signe, il y aura moins de déforestation, bien sûr. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui était intéressant à voir, c'était ça. Alors, on nous disait, à ce stade, on ignore si Macron dispose formellement d'un veto sur l'accord UE-Mercosur. Selon la nature juridique du traité, qui n'est pas encore connue, hein, c'était en 2019, c'est l'unanimité ou une simple majorité qualifiée des États membres de l'UE qui sera requise. Au-delà des détails légaux, un nom français est très probablement suffisant pour torpiller l'accord politiquement. D'autant que Macron a reçu le soutien d'autres pays, dont l'Irlande et le Luxembourg, même si ça, on s'en fout un petit peu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on ignore si Macron est capable ou pas d'empêcher un traité de libre-échange, puisque le commerce extérieur est une compétence exclusive de l'Union européenne, et que dans ces conditions, tout ça se négocie par Ursula von der Leyen et ses commissaires, et à la fin, les États membres n'ont plus qu'à ratifier, en fait, tout simplement, et à se coucher. Donc tout ça n'est que de la posture, finalement, un espèce de bras de fer politique, entre les chefs d'État et les responsables de la Commission qui sont en charge des négociations. Et donc,
Tu peux avoir un chef d'État comme Macron après le Covid qui te fait des grands discours sur la relocalisation, sur le protectionnisme, sur la souveraineté alimentaire, industrielle et que sais-je, mais à la fin, en fait, c'est décidé par un mec, probablement de nationalité étrangère, dans un bureau à Bruxelles, et qui lui décide que le libre-échange c'est très bien, et qu'on va en bouffer plus. Donc, 14 septembre 2023, les négociations virent à l'aigre. Donc Bolsonaro a perdu les élections, c'est cette année, hein. Si je me trompe pas dans ma timeline temporelle et que je mélange pas trop les événements, il me semble bien que c'était cette année. Et Lula avait fait son retour à la tête du pays. Et tous les européistes étaient ravis et se disaient super, on va pouvoir avancer sur l'accord Mercosur maintenant que le Trump brésilien n'est plus là. On va pouvoir signer et c'est le même traité hein, qui sera signé. Mais tout ça sera fait dans des apparences plus jolies pour l'idéologie dominante. Ce n'est que ça. Mais tout ça a tourné au vinaigre puisqu'un autre Trump est apparu en Argentine. Avec le leader de la gauche brésilienne, la signature ne devait être qu'une formalité. Ce qui en dit long sur l'état de la gauche et son rapport au libre-échange, à l'écologie. Bon. Mais la situation s'est sérieusement corsée. En mars, l'UE a adressé au Mercosur un protocole additionnel au texte original prévoyant de nouvelles exigences et contraintes en matière de préservation de l'environnement. Une side letter qui a illico provoqué la colère de Brasilia et de son nouveau chef. Donc apparemment, ils sont... Que ce soit Bolsonaro ou Lula, ils n'ont pas trop envie de rentrer dans le carcan européen en matière d'idéologie déglingo écolo. Et je n'ai pas été voir dans le détail parce que là la vidéo va être suffisamment longue. Mais visiblement, ils ont pas envie de se faire enfler par la fameuse side letter que voilà, Lula juge inacceptable. Il n'a pas hésité à hausser le ton face aux Européens et plus spécifiquement face aux Français dont l'agriculture est jugée trop protectionniste. Donc visiblement, ils ont essayé de... Voilà, le Brésilien a torpillé publiquement Macron et les menaces de l'UE. Ce n'est pas facile de négocier avec les Français, ils veulent que vous lâchiez tout et ils ne lâchent rien. Ils ne pensent qu'à leur petit poulet et à leur vin, a-t-il pesté en août. Donc visiblement, les syndicats FNSEA et compagnie ont quand même compris qu'ils allaient se faire entuber dans les grandes largeurs cette fois par ces traités de libre-échange. Et ils ont fait suffisamment pression sur le gouvernement pour qu'il y ait des réclamations suffisantes, mais qui rendent du coup totalement impossible la signature de ce traité. Alors en plus avec l'arrivée, je ne sais pas s'ils en parlent ici, si c'était dans cet article, mais effectivement ils ont profité, enfin ils voulaient profiter d'une espèce de réunion là au début d'année, juste avant l'investiture de Javier Milei en Argentine, pour vite faire signer le Mercosur avant le changement de président. Et puis, le Brésil a décidé que c'était pas correct et qu'ils attendraient l'arrivée du nouveau président en Argentine pour entamer la procédure de ratification du traité et en tout cas continuer dans cette voie. Donc ça fait 20 ans, tout ça patauge dans la semoule et pour l'instant, on voit pas de dénouement possible, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a par contre un autre accord qui a abouti et qui a été négocié ces temps-ci. C'est l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce pauvre Pascal Canfin nous expliquer à quel point faire venir de l'agneau de l'autre bout de la planète en conteneurs réfrigérés qui vont faire 40 jours de bateau, 20 000 km, eh ben, pour lui, c'est de l'écologie. Que dit cet accord? C'est le premier accord au monde. Le premier accord commercial au monde à mettre comme clause essentielle de l'accord le respect de l'accord de Paris sur le climat. Ça veut dire qu'on met dans les règles commerciales entre nous, Nouvelle-Zélande, Europe, le respect de l'accord de Paris. Aucun accord commercial au monde ne l'avait fait, c'est donc un progrès. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette semaine au Parlement européen, tous les Verts, tout le groupe des Verts, qui ne s'est pas devenu climato-sceptique du jour au lendemain, a voté pour cet accord à l'exception des Verts français. Tout le groupe socialiste a voté pour cet accord à l'exception des socialistes français. Donc si je prends un référentiel de gauche que vous évoquiez dans votre question, eh bien, à part la gauche française... un référentiel écologique. Bien sûr, et donc un référentiel écologique. Eh bien, l'immense majorité des députés écologiques et nous, pour les raisons que je viens d'évoquer, ont voté cet accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que, si je tire ce fil, les Verts avaient demandé une analyse d'impact de cet accord en essayant de démontrer que cette analyse d'impact allait
à la conséquence qu'il ne fallait pas voter l'accord. Malheureusement, cette analyse d'impact qu'ils ont demandé à un think tank qui a fait l'analyse montre que finalement, il y a plus d'intérêt environnemental que le contraire. Et donc, franchement, nous avons voté en totale cohérence avec notre logique qui est de changer les règles du jeu du commerce mondial pour y intégrer les enjeux climatiques. C'est ce qu'on a fait sur la taxe carbone aux frontières, c'est ce qu'on fait avec la Nouvelle-Zélande et c'est ce qui nous conduira très probablement, si la négociation aboutit telle qu'elle est aujourd'hui, à ne pas voter l'accord sur le Mercosur, encore moins avec notre nouveau Trump argentin. Et à propos de voilà, donc comme je vous le disais, c'est des histoires de posture, hein, on va pas voter avec le nouveau Trump, machin. Sauf que, bizarrement, il n'y a que les Français qui refusent de voter cet accord avec la Nouvelle-Zélande. C'est bizarre, hein. Peut-être parce que c'est le pays qui va se faire le plus entuber par ce fameux accord qui prévoit là aussi une augmentation des échanges entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande et la dérégulation des quotas. On va voir ça dans un instant, et ça... la dérégulation des quotas porte principalement sur des produits agricoles qui rentrent en concurrence avec les productions françaises. Voilà. Bon. Mais il est content de sacrifier les intérêts de la France sur l'autel de l'européisme. Et vous voyez un petit peu l'arnaque sémantique qui est faite autour de ces traités de libre-échange, puisque les critiques qui étaient formulées depuis maintenant des décennies sur d'abord les accords du GATT, de l'OMC, et puis tous ces traités multilatéraux de libre-échange qui pullulent maintenant en ce moment, depuis que l'OMC est éclaté au sol, eh bien, c'était la concurrence déloyale et le nivellement par le bas des normes sociales, environnementales et puis sanitaires. Ça, on n'en parle pas. On te dit, on a mis dans l'accord de libre-échange le respect de l'accord de Paris. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune sanction. S'ils ne respectent pas les accords, ça ne débouchera sur rien du tout. Il n'y aura pas de retour à des quotas supplémentaires, à une forme plus restrictive d'échange, retour de droits de douane, il n'y a rien de prévu. Donc, à part si l'un des pays quitte l'accord de Paris, qui de toute façon ne sert à rien, et n'est qu'une suite d'engagements et de déclarations à la tribune qui ne sont suivis que d'effets superficiels pour faire croire à la population qu'on s'intéresse à l'écologie alors que personne n'est à la hauteur de l'enjeu, eh bien, à moins que ce pays quitte donc l'accord de Paris, il n'y aura pas d'effet sur l'accord de libre-échange. Donc ça ne sert à rien. Et ça ne change rien sur les différents éléments de critique sur les accords de libre-échange, et notamment cette histoire de mise en concurrence déloyale, où tout un tas d'industries, mais aussi c'est le cas pour les agriculteurs, ils sont mis en concurrence déloyale avec des productions qui ne respectent ni les normes sociales et environnementales qui, eux, leur sont imposées. Donc on nous dit, l'accord commercial Union Européenne-Nouvelle-Zélande a été définitivement ratifié le 27 novembre avec le soutien de la France. Il devrait entrer en vigueur au printemps 2024. Quelques jours avant la COP28 sur le climat, l'Union européenne a achevé les procédures de ratification. La contradiction saute aux yeux. Comment justifier d'importer d'un pays situé à 20 000 km des dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles que l'on produit déjà ici ? Cette contradiction est d'ailleurs confirmée par les données de l'étude d'impact publiée par la Commission européenne. Pascal Canfin qui nous expliquait qu'il y avait une étude qui avait été menée, qui avait abouti au fait qu'il y avait plus d'intérêt environnemental que de dégâts. On aimerait bien avoir le détail, parce que ça m'a l'air un peu clownesque. Et justement, on nous explique ici qu'en éliminant l'essentiel des droits de douane existants, cet accord pourrait générer une hausse de 23 à 30% des exportations respectives de l'UE et de la Nouvelle-Zélande vers l'autre partie. Les flux commerciaux supplémentaires entraîneront une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dues au transport de marchandises. Par ailleurs, la hausse attendue de la production dans certains secteurs en Nouvelle-Zélande et au sein de l'UE, suite à la mise en œuvre de l'accord, va générer une augmentation de l'ensemble des émissions de méthane et de protoxyde d'azote en raison de l'intensification des activités agricoles attendues en Nouvelle-Zélande. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes normes. J'ai vu qu'ils pouvaient utiliser des pesticides qui sont interdits en Europe, le diflubenzéron, je crois, un truc comme ça. Ignorant ces données, les promoteurs de cet accord, tels l'eurodéputé du groupe Renew, Pascal Canfin, affirment que ce traité est un progrès pour le climat parce que l'accord de Paris est désormais dûment mentionné comme clause essentielle dans le chapitre sur le développement durable. Est-ce un progrès? Oui, mais un progrès qui en dit plus sur l'insoutenabilité des accords passés, donc Vietnam, Corée, Japon, ceux qui sont en cours de négociation, Mercosur, Cambodge, Philippines, Indonésie, Inde, il s'en passe des choses dans la coulisse pendant qu'on nous parle relocalisation et souveraineté. Et puis il y a ceux qui sont en cours de finalisation avec le Chili et le Mexique.
Et donc pour cela, le respect de l'accord de Paris n'est pas prévu. On a intégré ce truc de l'accord de Paris. Idem aussi, il y a le respect, comment dire, cet accord de libre-échange est conditionné au respect des règles de base de l'Organisation internationale du travail sur l'exploitation des gens. Enfin, c'est des trucs. Entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, il y a suffisamment de règles de droit du travail, de normes sociales et de normes environnementales pour que les conditions minimum de l'OIT et de l'accord de Paris soient de toute façon respectées. Donc c'est une déclaration d'intention sur un truc qui de toute façon est déjà acquis. Et quand il s'agit de pays un peu moins compatibles avec les normes sociales et environnementales de l'Union européenne, comme le Chili, le Mexique, l'Inde, le Vietnam, bah, tout d'un coup il n'y a plus de clauses sur le respect du droit du travail ou enfin des normes, de quelques normes de l'OIT ou de l'accord de Paris, tout ça disparaît. C'est marrant, hein? Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais ici. Seule une violation grave et assez improbable de l'accord de Paris, tel qu'un retrait unilatéral, pourrait justifier la suspension de cet accord de commerce. Mais l'augmentation des flux commerciaux n'est pas conditionnée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pas plus que l'amélioration des droits sociaux. Si l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande n'atteignent pas leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, l'accord ne sera pas pour autant suspendu ou les flux commerciaux réduits. Pire, la violation des engagements pris sur la biodiversité, les subventions aux énergies fossiles, la lutte contre la déforestation et la surpêche, l'égalité des sexes, etc. ne pourront pas être l'objet de sanctions. Il s'agit donc toujours d'accroître les flux commerciaux sans qu'ils soient conditionnés à une amélioration des conditions sociales et écologiques dans lesquelles sont produits les biens et services concernés. Donc tout ça, c'est de la posture, c'est de l'affichage, et derrière, il n'y a rien de concret. Et c'est ça qu'il faut retenir de ces fameux accords avec la Nouvelle-Zélande. Concurrence déloyale. Comme je vous disais, ce problème des traités de libre-échange qui introduisent une concurrence déloyale et tirent vers le bas toutes les normes sociales et environnementales à travers la planète, tout ça, qui est le fondement même de la critique de ce genre de traité, n'est pas... c'est un problème qui n'est pas adressé. Et donc il y a plusieurs fédérations d'éleveurs français, comme la Fédération nationale ovine, qui reprochent à Bruxelles de ne pas avoir obtenu de la Nouvelle-Zélande la prohibition de certains pesticides dans leurs prairies, comme je vous le disais, alors qu'ils sont interdits en Europe. Ils s'inquiètent ainsi d'une concurrence déloyale si la viande importée de Nouvelle-Zélande s'avère moins chère que celle produite en France en raison de normes sociales et environnementales moins exigeantes. C'est toujours la même histoire. Alors dans les pages du Monde, il y avait Franck Riester, ministre du commerce extérieur, c'est-à-dire un mec qui ne sert à rien, puisque c'est une compétence exclusive de l'Union européenne, ce gars est payé à rien foutre, il n'a aucun pouvoir. Et vous allez voir d'ailleurs toute la puissance de son action. Il a promis d'examiner l'accord avant sa présentation au Conseil de l'UE, de manière à vérifier que nos intérêts ont bien été pris en compte, tout en saluant l'inclusion de l'accord de Paris comme l'élément essentiel, ainsi que l'existence de protection pour nos filières agricoles sensibles. Il y a dû y avoir quelques reconnaissances d'AOP, d'IGP dans l'accord, voilà, mais on s'en fout. Et donc voilà, le type a dit, avant qu'il soit présenté, je vais le lire et vérifier que nos intérêts ont été pris en compte. Il n'a pas dit que si c'était pas le cas, il allait faire quelque chose. Il faut écouter quand ces gens parlent. Il n'a pas dit qu'il allait faire quelque chose. Il a dit je lis, je constate, et je passe à autre chose. N'oubliez pas, il y a l'inclusion de l'accord de Paris et l'existence de protection de nos filières agricoles sensibles. Alors finalement, c'est déjà suffisant, n'est-ce pas ? Allez, voilà. Donc c'est un accord évidemment insoutenable. Au bout de 7 ans de mise en œuvre, pourront être importés sans droit de douane depuis un pays situé à 20 000 km de l'Union européenne, pommes, kiwis, oignons, vin, poissons, crustacés, miel, ça va être intéressant, etc. sans limite. Voilà, donc ça c'est sans limite. Il y aura un quota de 38 000 tonnes de viande ovine, 10 000 tonnes de bovine, 15 000 tonnes de beurre, 25 000 tonnes de fromage et 15 000 tonnes de lait en poudre, ce qui fait beaucoup pour un petit pays comme la Nouvelle-Zélande, qui est situé à 20 000 km. Donc le blabla de macronien sur la relocalisation et la souveraineté alimentaire, ça passe un peu aux chiottes. Et à chaque fois, vous allez voir que l'agriculture est sacrifiée sur l'autel du libre-échange et bien entendu aussi de la guerre en Ukraine. Dernier chapitre, des joies du libre-échange et de la souveraineté alimentaire, la défense de la souveraineté alimentaire. Donc il faut soutenir l'Ukraine, et du coup on est en train de bouffer leur poulet. Le poulet ukrainien s'immisce de plus en plus dans nos assiettes. Cordon bleu, plat cuisiné, kebab, tous les morceaux de poulet que nous consommons ne viennent pas forcément de France ni même d'Europe,
car depuis 2014, l'Union européenne a noué un accord de libre-échange avec l'Ukraine comprenant des taxes très faibles, voire nulles. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine? Quelqu'un a un souvenir de ça? Je sais plus. Ah oui, c'est vrai. La fameuse révolution démocratique du Maïdan. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous renvoie à toute la série que j'avais faite sur la guerre en Ukraine l'année dernière, et notamment la première vidéo, qui montre comment l'Union européenne a chassé un président, si je ne me trompe pas, c'est Yanukovych qui a été viré en 2014 parce qu'il avait préféré signer un accord avec la Russie et s'était éloigné d'un rapprochement avec l'Union européenne, et là, pouf, tout d'un coup, coucou. Oh, il y a des gens sur le Maïdan, ils sont pas contents. Il y a John Kerry, non, c'était McCain avec... comment elle s'appelait cette dame là du département d'État américain? Cette espèce de sorcière. Ils étaient allés distribuer des petits pains, ils étaient venus faire des discours, c'était pour la démocratie. Et une fois que cette bande de néo-nazis, parce que c'est quand même les seuls qui sont restés face à la répression, il faut le dire, du régime de Yanukovych, il restait plus que les plus radicaux et des gens pas forcément très recommandables. Voilà, Victoria Nuland. Une fois que ces gens ont viré Yanukovych avec le soutien des Européens, eh bien ils ont fait signer dans les mois qui ont suivi un accord avec l'Ukraine, un accord de libre-échange, un accord de partenariat. Et dans cet accord, il y avait notamment la soumission politique de l'Ukraine à 2 institutions européennes, 2 trucs comme ça, des espèces de commissions de surveillance de l'Ukraine, et toutes les décisions politiques du gouvernement ukrainien étaient scrutées par des fonctionnaires européens qui approuvaient ou désapprouvaient ce qui allait être fait. Et l'Ukraine est devenue un espèce de centre de profit pour l'intelligentsia mondialiste, et notamment les rejetons du gouvernement américain, par exemple le fils Biden, ou il y avait aussi le fils de cette tarée, c'est la chef de la Chambre des représentants, là, elle a 80 balais, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai un problème avec les noms. Enfin bref, il y avait un certain nombre de rejetons du milieu politique. Voilà, Pelosi, Nancy Pelosi, son fiston aussi, il trempait un peu dans des affaires en Ukraine assez glauques. Donc il y en avait un certain nombre qui sont venus faire des affaires en Ukraine et qui ont tout simplement pillé le pays, hein. On va pas le dire autrement. On appelle ça favoriser les investissements internationaux. Donc voilà ce qui se passe depuis 2014, et donc il y avait effectivement un accord de libre-échange qui a facilité déjà la venue de tout un tas de produits ukrainiens sur le sol européen à des tarifs sans droit de douane. Et donc là, ils sont allés vraiment au fond des choses, puisqu'ils ont supprimé la plupart des quotas et la plupart des droits de douane, ce qui fait que ça revient finalement à une quasi-adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais sans que l'Ukraine soit soumise aux règles européennes. Ils ne sont pas soumis directement à la Commission européenne comme peut l'être un État membre, mais ils ont un accès très large, illimité presque, quasiment dans tous les domaines je crois, au marché européen. Et ça a des conséquences, puisqu'en ce moment on est en train de bouffer leurs volailles. Voilà, les importations depuis l'Ukraine ont boudi de 180% entre 2021 et 2022. C'est entre 15 et 20 000 tonnes, 25 000 tonnes de volailles qui arrivent chaque mois en Europe. Et on retrouve tout ça sous forme notamment de produits transformés, puisque le prix d'achat de ce poulet est entre 2 et 4 fois moins cher que ce produit en France. Mais c'est pour l'Ukraine, hein, c'est pour la démocratie. Alors l'interprofession soutient la nécessité d'une action européenne pour aider l'Ukraine, hein, oui, mais faut pas que ça nous fasse trop chier. La pilule a du mal à passer, car elle estime que cet accord ne favorise qu'un seul industriel milliardaire, MHP, coté à la Bourse de Londres, dont le siège social est basé à Chypre. C'est les joies de la mondialisation et du libre-échange. On te dit on a signé un accord de libre-échange avec l'Ukraine, et finalement ça profite à une société, enfin le poulet ukrainien, c'est une société basée à Londres, dont le siège social est à Chypre. Donc il n'y a aucune taxe en fait qui finit de cette activité qui finit en Ukraine. Donc on achète du poulet ukrainien soi-disant pour soutenir l'Ukraine, ça soutient un milliardaire évadé fiscal. Selon l'Envol, donc ça doit être l'interprofession de la volaille, il s'agit d'une opportunité destinée à un seul et même groupe volailler qui truste le marché européen et développe son activité dans un pays en guerre sans pour autant profiter à la population ukrainienne. On parle de production intensive dans des bâtiments qui comptent 1 à 2 millions de poulets. Inquiète, la profession alerte sur le fait que cette situation puisse poser un problème pour les éleveurs à moyen et long terme. La consommation de volailles augmente en France, mais nos éleveurs ne peuvent pas en profiter car on importe trop. Oh, comme c'est bizarre! Oh, c'est dommage ça. Alors idem pour les œufs.
Un cas qui ne se limite pas au seul poulet, la filière œufs grince aussi des dents pour les mêmes raisons. L'Ukraine importe en masse des œufs sur le territoire européen. Depuis mai, on voit arriver en Europe 5000 tonnes d'équivalent œufs, c'est-à-dire des œufs et puis des produits transformés à base d'œufs. Pas d'inquiétude à avoir pour les œufs que nous achetons dans les supermarchés français, ils restent issus d'une production locale. Certains produits alimentaires à base d'œufs pourraient être concernés par les importations. Tout ça finit dans la bouffe industrielle en fait, c'est en somme ce qu'on est en train de nous dire. Même problème que pour le poulet, le marché des œufs ukrainiens est trusté par deux sociétés détenues par des oligarques, Ovostar et Avangar. Il serait intéressant de savoir aussi qui sont les actionnaires et qui sont au conseil d'administration de ce type de société. Je ne serais pas surpris qu'on retrouve quelques oligarques européens et américains aussi, qui auraient des billes dans cette affaire et seraient intéressés par la libéralisation des échanges entre leur petit commerce et le marché européen qui leur permet d'écouler toute leur production et de délocaliser ensuite les profits à Chypre. Lol. Si la France est autosuffisante, ce surplus d'œufs dont les coûts de production sont bien plus faibles que les nôtres casse le marché européen. Si on a trop de volume, les prix vont chuter. À l'unisson, les deux interprofessions souhaitent que l'Ukraine soit soumise à des quotas et des taxes pour les produits qu'elle exporte vers l'Europe. Il en va de la souveraineté alimentaire de la France. Nous avons alerté le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, nous affirme blablabla. Mais la décision doit se prendre au niveau de l'Europe et non de la France seule. Pourquoi ? Non pas parce qu'on serait trop petit pour pouvoir décider de ce qu'on fait chez nous, mais parce que c'est une souveraineté qui a été déléguée à l'Union européenne, encore une fois. Et donc les types viennent te parler de souveraineté alimentaire, mère des batailles, il faut consommer français, et à la fin tu obtiens ça en fait. Tu obtiens des dirigeants européens qui ont décidé d'ouvrir les frontières sur des prétextes pseudo-humanistes de soutien à un pays en guerre, etc., et on se rend compte que derrière, ça profite à quelques oligarques qui n'en ont rien à foutre d'ailleurs de leur propre pays. Et quand les agriculteurs viennent dire, écoutez, là, il y a quand même un gros problème de concurrence déloyale et on va avoir une telle baisse des prix que ça va casser le marché, on va avoir des soucis, on n'arrive plus à écouler les produits, ils s'adressent au ministre de l'Agriculture, qui n'a strictement aucun pouvoir. C'est pas son boulot. C'est beau, hein? Et ça continue. Alors on va faire un petit détour par la Pologne et compagnie. Parce qu'en ce moment, il y a des associations de routiers en Europe centrale, principalement les 5 pays d'Europe de l'Est qui sont frontaliers de l'Ukraine. Ils demandent de rétablir un permis d'entrée pour les camions ukrainiens. Tiens donc. Ils sont pas contents. Alors en attendant, il y a les présidents des associations de transporteurs routiers tchèques, hongrois, lituaniens, polonais et slovaques qui estiment que l'assouplissement des règles d'accès à l'Union européenne, décidé après l'invasion de l'Ukraine, nuit à la compétitivité des opérateurs de transport routier dans l'Union. Ils demandent que des permis d'entrée de l'Union européenne soient à nouveau exigés aux transporteurs ukrainiens, un système auquel l'UE a renoncé suite à l'invasion de l'Ukraine. Cet assouplissement des règles d'accès à l'UE nuit à la compétitivité, blablabla. Donc ils protestent depuis 2 semaines, ils ont bloqué la frontière, donnant lieu à des files de bagnoles, enfin de camions. Ils empêchent en gros les transporteurs routiers ukrainiens de rentrer, enfin de quitter le territoire notamment. Alors bien entendu, la Commission européenne a sévèrement dénoncé le blocus à la frontière ukrainienne mis en place par les camionneurs et agriculteurs polonais. On va voir pourquoi les agriculteurs se sont joints à la fête. Et la Commission menace d'engager une action en justice contre le gouvernement de Varsovie. Donc la Commission fait pression sur le gouvernement pour que ce gouvernement casse la grève et aille taper sa propre population qui essaye de défendre son gagne-pain, que la Commission vient de saccager, au nom du soutien à un pays en guerre, de la démocratie et des inepties, en fait. Donc, la vérité est que je trouve la situation à la frontière polonaise avec l'Ukraine absolument inacceptable, a déclaré Adina Valmachin-Truc, la commissaire européenne chargée des transports. Je soutiens les droits à protester dans l'ensemble de l'UE, sans parler de l'Ukraine, un pays actuellement en guerre. L'ensemble de l'UE, sans parler l'Ukraine, ne peut être prise en otage par le blocage des frontières extérieures, c'est aussi simple que cela. Donc là, on a toujours la rhétorique habituelle, on se croirait sur BFM TV, le droit de grève est important, mais il ne faut pas prendre en otage les usagers. Donc ils ont bloqué la frontière, ce qui a d'ailleurs entraîné la mort de 2 conducteurs ukrainiens qui attendaient de passer la frontière, ils sont morts à cause du froid notamment, apparemment, et des conditions particulières, puisqu'ils n'ont pas vraiment de ravitaillement, bref. Tout ça n'est pas très joyeux. Donc les manifestants polonais demandent la réimposition des règles d'avant-guerre pour les camionneurs ukrainiens qui ont été exemptés de l'obligation de détenir un permis de transport. Ce changement a été introduit l'année dernière dans le cadre des couloirs de solidarité de l'Union européenne
qui vise à aider le pays déchiré par la guerre à soutenir son économie nationale et ses relations commerciales. C'était essentiellement pour expédier les céréales, puisqu'ils sont bloqués en mer Noire, expédier les céréales par voie terrestre en direction des clients habituels. On va voir d'ailleurs que certains clients ont changé de nom et ça pose des problèmes. Alors ces fameux changements ont bouleversé la concurrence au détriment des chauffeurs polonais qui sont en train de découvrir ce que les chauffeurs français, italiens, ont subi avec l'ouverture à la concurrence et l'entrée dans l'Union européenne de tout un tas de pays de l'Est. Et ben maintenant, ce que les Français ont subi avec les Polonais, entre guillemets, les Polonais le vivent avec les Ukrainiens. En 2021, l'année précédant le déclenchement de la guerre par la Russie, les camionneurs polonais détenaient 38% des parts de marché contre 62% pour leurs concurrents ukrainiens, qui offrent des tarifs moins élevés et ne sont pas tenus par les normes de l'Union européenne. À la fin du mois d'octobre, ces chiffres étaient passés respectivement de 8% et 92%. Donc c'est une division par 4 des parts de marché des camionneurs polonais sur leur propre territoire. Parce que on a supprimé les permis de transport à des gens on a fait du libre-échange à des gens à qui on n'exige pas de respecter les normes de l'Union européenne. Et les types, ils se sont pas dit ça va poser des problèmes. Non, penses-tu? Donc la Commission européenne a essentiellement noyé le poisson, je vais vous la faire court. La Commission déclarait la semaine dernière que les mesures techniques qu'elle avait suggérées pour apaiser les tensions devaient être acceptées par la partie polonaise. L'exécutif européen précise toutefois que la suppression des permis de transport, qui est le principal source de malaise, ne serait pas concernée car elle découle d'un accord international signé avec l'Ukraine et entériné par les États membres. Donc on ne sait pas exactement quelles sont ces fameuses mesures techniques qui dans tous les articles sont présentées entre guillemets. Ça sent un peu l'accord financier, quoi. Voilà, et donc les mecs n'ont absolument pas réfléchi aux conséquences de leurs actes. Au-delà du mouvement de ces derniers jours, des pays d'Europe orientale veulent remettre en question la libre concurrence avec l'Ukraine. Donc c'est pas seulement sur la question du transport, c'est plus général, vous allez voir. La Pologne n'avait pas vraiment réalisé que derrière les considérations géopolitiques, les postures et les débilités, se cachaient des problèmes économiques et sociaux. Explique Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipov. C'est cette contradiction qui apparaît au grand jour aujourd'hui. Kiev a saisi l'Union européenne, demandant à Bruxelles d'imposer aux Polonais le respect de la réglementation. Les ministres des Transports des 27 doivent aborder cette question devenue explosive lors d'une réunion lundi et mardi dans la capitale belge. Ça datait donc du 1er décembre, c'est tout récent. Et donc, on voit ici qu'un pays tiers de l'Union européenne est en train de faire pression sur l'Union pour mettre au pas l'un des États membres. Donc vous voyez un peu ce que c'est la solidarité européenne et toutes ces conneries. Vous avez un État membre qui dit la décision qui a été prise est bien trop contraire à mes intérêts pour que je la suive et il va falloir trouver un arrangement et rediscuter un peu les choses parce que manifestement on a pris une décision sur des considérations géopolitiques et finalement à l'usage on se rend compte qu'il y a des problèmes économiques et sociaux et l'Union européenne te dit tu fermes ta gueule et tu obéis à ce qui a été signé et un État tiers donc en guerre, l'Ukraine, un petit pays sans intérêt qui n'a plus que 20 millions d'habitants, un PIB par terre, qui est complètement dépendant de l'aide des autres et notamment de la Pologne, se permet, à travers l'Union européenne, de faire pression sur la Pologne pour maintenir un accord qui est contre les intérêts de la Pologne. Et on appelle ça du libre-échange. Et on appelle ça la solidarité européenne, la coopération. Bon, si tu veux, hein. Ces conflits démontrent, s'il le fallait, que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne promise par les 27 ne sera pas facile. Une première évaluation a montré que l'impact financier sur la politique agricole commune en particulier serait massif, car l'Ukraine est l'un des premiers producteurs mondiaux. Tous les agriculteurs français notamment qui bavent un peu sur la PAC, c'est génial, on a des aides, que serions-nous sans l'Europe alors qu'on est débiteur, qu'on a un solde débiteur entre ce qu'on paye à l'Europe et ce qu'on reçoit notamment sous forme de PAC. On paye plus que ce qu'on reçoit, et tous les agriculteurs sont là, c'est génial, sans l'Europe, on ne pourrait pas s'en sortir. MDR. Eh bien, si l'Ukraine devait adhérer à l'Union européenne et accéder à ces fameux fonds de la PAC, qu'est-ce qui resterait, à votre avis, aux agriculteurs français? Beaucoup moins, parce que le même gâteau partagé avec plus de monde, ça fait moins. Les négociations seront compliquées, c'est certain, y compris avec des pays comme la Pologne, qui en principe sont très favorables à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pour des raisons géopolitiques. Prévient Lukas Makek, de l'Institut Jacques Delors. Quand on voit les problèmes que cela poserait dans la pratique, je vois difficilement comment l'Ukraine pourrait rejoindre l'UE avant une dizaine d'années, au bas mot, juge Florent Parmentier. Donc, il y a l'idéologie, on veut que
former une grande et belle famille européenne pour peser dans le monde. Et puis dans la pratique, on voit difficilement comment les intérêts des uns et des autres vont pouvoir être conciliables. Et on voit que le simple fait d'abaisser des barrières douanières crée des problèmes, des frictions et des engueulades. Avec des pays qui pourtant auraient des intérêts, par ailleurs, pour aller faire chier les Russes, par exemple, notamment dans le cas présent. Alors tout ça entre en contradiction directe avec le blabla européen et ce qui nous ont sorti à partir de 2021 par la Commission européenne, qui visait un système alimentaire équitable, sain, respectueux de l'environnement et bien sûr durable et permettant de favoriser la souveraineté européenne, la souveraineté alimentaire de l'Europe. On se souvient qu'il y avait eu tout un tas de réglementations et de normes, notamment autour, avec les lois Egalim aussi, pour favoriser la rémunération des agriculteurs. C'était un peu du pipeau quand même, c'était pour limiter notamment la concurrence, la course à la concurrence dans la grande distribution, la course aux promotions, la course à tout ça, qui est d'ailleurs en train de buter la grande distribution. Et au passage, ça bute l'agriculteur. Mais les lois Egalim censées permettre une meilleure rémunération des agriculteurs servent surtout à limiter l'écrasement des marges des distributeurs. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais enfin, il y a un certain nombre d'affirmations, là encore, de postures, où on te dit qu'on va favoriser une agriculture durable, rentable, souveraine, avec une meilleure rémunération des agriculteurs, et de l'autre, on te fait un libre-échange avec l'Ukraine, en se foutant de savoir si ce pays respecte les normes européennes minimales. On supprime tous les droits de douane, on crée une concurrence déloyale, c'est-à-dire on rend nos propres économies non compétitives, et ensuite, quand les problèmes sont là, on ne cherche d'ailleurs surtout pas à les régler, et vous allez voir qu'on se contente de distribuer du fric, essentiellement. Donc c'est ce qui se passe, là aussi, même problème, avec les céréales. Céréales, les pays de l'Europe de l'Est payent le prix de la solidarité avec l'Ukraine. L'arrivée de produits agricoles ukrainiens libres de droits de douane dans les pays d'Europe orientale pénalise les paysans locaux. Les 27 examinent les moyens de les dédommager. On a bousillé votre activité, on va vous donner du fric. Les pays de l'Union européenne ne font pas que accueillir les réfugiés ukrainiens par millions, leurs agriculteurs payent aussi le prix de la solidarité avec Kiev, au point qu'il faudra les dédommager. La question sera à l'ordre du jour d'un conseil des ministres de l'Agriculture qui se réunit à Bruxelles. On était donc en mars 2023. Les 27 ont décidé de lever toutes les barrières douanières, quotas et autres restrictions qui pesaient encore sur les produits agricoles ukrainiens à leur entrée sur le marché unique. Poulet, œufs, produits laitiers, sucre, viande de porc et bien sûr les céréales que le pays exporte massivement. Alors il s'agissait d'éviter une crise alimentaire. Avant la guerre, 75% des céréales ukrainiennes étaient exportées essentiellement par la mer Noire et plus de la moitié pour destination des pays du Sud, dont certains sont très vulnérables comme l'Érythrée. Le problème, c'est qu'une partie de ces produits agricoles restent dans ces pays où ils sont commercialisés. Souvent parce que les infrastructures de transport et de stockage ne permettent pas leur expédition à des coûts compétitifs, ou bien parce que les lots sont trop petits pour intéresser des acheteurs internationaux. Une partie de la production ukrainienne reste prisonnière des marchés locaux. Bien que les quantités en question soient relativement faibles, leur mise en vente peut avoir des effets importants sur les marchés locaux des pays limitrophes de l'Ukraine, provoquant une forte baisse des prix et une compétition rude et massive pour les agriculteurs du cru. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête les conneries? Non, on va simplement donner du fric. Les 27 n'ont pas l'intention de revenir sur l'abolition des droits de douane et de quotas. Pour dédommager les agriculteurs roumains, polonais, bulgares, etc., on a évoqué l'utilisation de la fameuse réserve agricole. Alors c'est intéressant parce que c'est vous qui allez payer. C'est une sorte de réserve de crise prévue par la PAC. Elle s'élève à 450 millions d'euros par an et peut être abondée par les États membres. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de ligne budgétaire qui est théorique, qui ne fait pas partie des versements habituels, on va dire, de base. Mais en cas de pépin, on peut mobiliser 450 millions d'euros. Et à ce moment-là, il y a des décaissements qui sont faits par les États, sans doute en fonction du financement, de la clé de répartition du financement de chaque État. Et comme la France paye 20% du budget européen, eh ben on va payer 20% de cette connerie. Alors c'est pas allé jusqu'à 450 millions, je crois qu'ils ont lâché 80 millions pour soutenir les agriculteurs après avoir détruit leur compétitivité. On fait des conneries et on bouche le tout avec de l'argent. Donc la Pologne, ça lui a pas vraiment suffi
et elle a décidé d'introduire ses propres interdictions si l'UE ne le faisait pas. Ça faisait partie un peu des discussions dans cette fameuse réunion là qui était annoncée au cours du mois de mars. Et il y a eu une suspension en fait qui avait été plus ou moins négociée voilà, le 15 avril. Ça a été plus ou moins toléré, mais ça devait prendre fin le 15 septembre. Hein. L'accord actuel prévoit des restrictions commerciales sur 4 produits, le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol provenant d'Ukraine, et prendra fin le 15 septembre prochain. Qu'est-ce qui se passe après le 15 septembre? Eh bien, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie voulaient prolonger au moins jusqu'à la fin de l'année, et puis peut-être après. Et l'Union européenne s'y est bien sûr opposée. En tout cas, ça faisait partie des discussions, vous allez voir qu'ils ont dit non. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement de Robert Telus, le Polonais. Donc il a dit qu'il était prêt à bloquer unilatéralement les importations en provenance d'Ukraine. Toutefois, Robert ne prend pas cette décision à la légère car elle constituerait une violation directe des législations européennes, le commerce étant une compétence exclusive de l'Union européenne. Ce que nous allons faire n'est pas dirigé contre qui que ce soit, c'est pour nos agriculteurs, a-t-il affirmé, ajoutant qu'à long terme, il souhaite développer des outils qui pourront être utilisés par d'autres pays pendant des années à venir. Si nous développons ces outils, ils pourront être utilisés plus tard. Ils pourront être utiles plus tard à tous les États membres, ainsi qu'à l'Ukraine, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'idée, c'est de créer un espèce de précédent pour faire une Europe à la carte et contourner une décision européenne sur lequel les pays n'ont plus de souveraineté, normalement, puisque c'est le commerce. Mais essayer de créer un petit outil pour se créer un amendement, pour faire une Europe à la carte, et pouvoir échapper à une décision qui serait trop néfaste à un pays. Et donc il essaye de vendre sa soupe comme ça en disant « Oui, là on fait ce qui nous arrange ». Mais ça vous servira plus tard, vous pourrez faire aussi ce qui vous arrange dans votre coin, n'est-ce pas? Et oui, c'est le but, hein. C'est le but de faire l'Union européenne, n'est-ce pas? Alors, il y a un certain nombre de pays qui sont contre cette initiative, comme le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, Luxembourg, la Lettonie, donc ceux qui ne sont pas concernés. Il y a d'autres pays qui aimeraient voir la portée de cette interdiction étendue pour inclure potentiellement d'autres produits agricoles à l'avenir, afin d'aider à s'adapter aux conditions du changement de marché. Les exportations ukrainiennes de volailles, de fruits à baies inquiètent également les agriculteurs européens, a déclaré Janus Machin-Chose, laissant entendre, le commissaire européen à l'agriculture, laissant entendre que l'extension des mesures de protection à ces produits pourrait être une option à envisager. Il aurait peut-être fallu y penser avant, ça a été bien préparé tout ça. Et là, c'est marrant parce qu'on voit le ministre polonais qui nous explique qu'il n'est pas nécessaire d'inclure de nouveaux produits dans les restrictions de l'UE, au moins jusqu'à la fin de l'année. Il ne s'agirait pas de compliquer les discussions, on veut juste avoir un accord qui nous arrange nous sur les produits qui nous posent problème à nous, mais l'importation de la volaille, des fruits à baies, finalement, nous, ça nous dérange pas, ça dérange les autres, mais on s'en tape. Donc c'est pas nécessaire. Donc on voit un petit peu ce que c'est que la solidarité européenne une fois de plus, quoi. Et bien entendu, il a aussi souligné, donc c'était lors de cette fameuse réunion, la nécessité d'un soutien financier accru pour les agriculteurs polonais. Si nous parlons du soutien financier, il est manifestement insuffisant par rapport aux coûts qui pèsent sur nos agriculteurs. Si nous comparons l'aide des fonds de l'UE, qui s'élève à 70-80 millions d'euros, alors que nous avons dépensé en tout 1 milliard de zloty, 230 millions d'euros, pour soutenir les agriculteurs polonais. Donc ça fait partie des débilités du libre-échange. Donc voilà, c'est jamais assez, ces propos ne seront probablement pas bien accueillis par certains de ses homologues, dont plusieurs ont profité de l'occasion pour critiquer la menace d'une action unilatérale, notamment donc, notre ministre de l'Agriculture, que tout le monde connaît, Marc Fesneau, qui a fait remarquer avant la réunion que les pays frontaliers avaient déjà bénéficié d'un soutien important. Mais c'est jamais assez, donnez-nous plus de fric, laissez-nous faire ce que l'on veut, à la carte, et bien entendu on ne vous soutient pas. Quand l'une des décisions européennes vous dérange, mais nous arrange, nous, ça nous va. Et nous, par contre, on fait ce qu'on veut dans notre coin. Et le peu qui nous dérange, il faut nous le compenser. Le peu des conséquences néfastes des décisions européennes, il faut nous le compenser, il faut nous donner du fric. Donc voilà un peu ce que c'est la Pologne dans l'Union européenne. Grosse ambiance. Hein. Alors tout ça a débouché quand même sur une continuation des restrictions sur le commerce des céréales. L'embargo continue. Là, il y avait 5 pays, il y en a 2 qui sont plus ou moins rentrés dans le rang. La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie continuent leur embargo, défiant Bruxelles. Bruxelles a annoncé ce vendredi 15 septembre la fin de tout blocage des importations de céréales ukrainiens vers l'ensemble des États membres. La Commission assure que Kiev s'est engagé en contrepartie à maintenir les flux de grains.
à maîtriser les flux de grains. Ils ont introduit un délai de 30 jours de mesures juridiques, un système de licence, bon, c'est pas très intéressant. Et tout ça ne convainc pas la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, qui ont aussitôt annoncé maintenir de façon unilatérale leur interdiction, et ce en violation de la décision prise par la Commission, seule compétente pour la politique commerciale extérieure de l'UE, au risque, comme au printemps, d'un bras de fer politique et juridique avec Bruxelles. Alors la Hongrie va plus loin, hein. Eux ils s'en foutent, puisque en ce moment ils s'assoient au nom de problèmes sur l'état de droit, et je sais quelle imbécilité, ils s'assoient sur les subventions européennes, puisque eux ils touchent plus qu'ils ne dépensent. Il y avait 22 milliards, je crois, de fonds européens qui n'ont pas été versés jusqu'à maintenant à la Hongrie. Du coup ils s'en foutent, ils sont prêts à aller plus loin. Et la Hongrie va fermer ses frontières à 24 produits ukrainiens, donc bien davantage que les 4 actuellement concernés, afin de protéger les intérêts des agriculteurs. Farine, huile de cuisson, le miel, comme par hasard, certaines viandes, les œufs, voilà. Donc en Pologne, ils en avaient fait une question fondamentale autour des élections, mais je crois qu'ils ont perdu. C'était la droite polonaise qui était au pouvoir, ils ont été remplacés. Et il indiquait que son pays allait poursuivre l'embargo sur les céréales d'Ukraine. Il ne bloque pas le transit de ces céréales vers d'autres pays européens, mais ils empêchent la commercialisation sur le sol polonais. Donc Kiev est soulagé puisque la Commission européenne avait décidé fin avril de bloquer les exportations vers ces 5 pays riverains, hein, c'était temporaire et donc ça a été supprimé en septembre, même si voilà, y a un bras de fer qui est engagé. Donc face à cette situation inédite, la Commission avait déjà soutenu un peu ces 5 pays, grâce à une aide exceptionnelle de plusieurs dizaines de millions, doublée d'un embargo limité pendant quelques mois pour ces 5 États membres. En contrepartie, les pays devaient maintenir le passage des grains vers d'autres destinations. C'est ce que je vous disais. Donc, Kiev, farouchement opposé aux restrictions, s'est félicité du respect des règles du libre-échange. C'est un exemple de véritable unité et de confiance entre l'Ukraine et l'Union européenne, blablabla. Donc, le fameux libre-échange, qui n'est en fait pas libre du tout, et qui consiste à imposer une concurrence déloyale à travers des traités dans lesquels les conditions du commerce sont fixées définitivement. Les conditions de l'échange sont fixées. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de dire non. Tu as signé le traité, ou bien tu en sors, ou bien tu restes dedans et tu fermes ta gueule. Normalement, si un échange est libre, on a la possibilité de dire non. Enfin, ça n'a rien à voir avec du libre-échange, c'est de l'échange forcé, et selon des termes qui sont souvent défavorables à l'une des deux parties, et qui sont négociés dans l'intérêt de ceux qui tiennent le commerce, en fait. Bref. À rebours de ses voisins, la Bulgarie avait annoncé dès jeudi lever l'embargo au nom de la solidarité avec l'Ukraine, bien entendu. Peut-être aussi qu'ils ont touché suffisamment de fric, eux, de l'Union européenne, pour dire, bon, ça va, on va donner de l'argent aux agriculteurs, et puis ils balanceront leur production, ou ils la braderont, c'est pas grave. Et alors là, ça continue. En cas de violation du droit de l'Union européenne, ironique pour un pays qui n'en fait pas partie, Kiev menace de saisir l'OMC pour exiger une compensation. Une partie des 27, France et Allemagne en tête, avait jugé ces restrictions comme une entorse aux règles du marché intérieur, dénonçant des distorsions. Donc, une fois de plus, la fameuse Union européenne censée nous rendre plus forts, etc., permet à un pays de porter plainte contre un État membre au nom d'une violation du droit de l'UE, alors que lui, il a accès au même marché sans respecter ce même droit, et il se permet de menacer, de saisir l'OMC si l'Union européenne ne met pas au pas un des États membres pour que celui-ci se soumette à un accord de libre-échange auquel il n'a pas le droit de dire non, la fameuse liberté, qui se trouve détruire son agriculture, son industrie du transport, etc. C'est beau, hein? Heureusement qu'on est plus fort en faisant l'Union européenne. Donc le conflit, évidemment, s'envenime. Le ministre ukrainien a annoncé le lancement lundi de poursuites contre la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie auprès de l'OMC au sujet de leur blocage de produits agricoles ukrainiens. Aux yeux de Kiev, pour qui l'exportation de céréales est capitale, la désobéissance de 3 pays de l'Est est inexcusable. Taras Kashka n'a pas hésité à dire publiquement que cette rébellion minait la crédibilité de la parole commerciale de Bruxelles. Ils sont en train de s'essuyer les pieds sur la Commission européenne, c'est merveilleux. C'est une déclaration de méfiance totale à l'égard de la Commission européenne, a-t-il fait valoir, parlant d'une préoccupation systématique, 2 points, savoir si les partenaires commerciaux internationaux peuvent avoir confiance dans le fait que Bruxelles parle au nom de l'Union européenne.
Juste, donc solidarité à temps partiel, justement réunis à Bruxelles lundi, les ministres européens de l'agriculture ont condamné l'attitude des 3 pays de l'Est. C'est une solidarité à temps partiel. S'ils en ont envie, ils font preuve de solidarité, sinon ils ne le font pas. Bah oui, on a vu justement le comportement ici du ministre polonais Robert Telus qui veut une Europe à la carte, veut des subventions pour tous les problèmes que ça lui cause, et n'en a rien à foutre ensuite de savoir s'il y a des aménagements à négocier avec les autres pays ou je sais pas quoi. Il fait ce qu'il a envie. Alors en France aussi, on est tenté par ce genre de politique, ce genre de restrictions. Il y a un certain nombre de producteurs de volailles, par exemple, qui réclament l'arrêt des importations. Ils réclament l'instauration de la clause de sauvegarde contre les importations de poulets ukrainiens, ce qui reviendrait à stopper ces arrivages à droit nul sur le marché européen. Donc c'est carrément une clause de sauvegarde au niveau européen qu'ils réclament. Ah bah oui, puisqu'ils savent bien qu'on a un pays de serpillières qui ne servent à rien. Stop à l'asphyxie. La filière volaille estime être mise en danger par la libéralisation des importations de poulets. La décision prise en juin 2022 suite à l'offensive en Ukraine d'ouvrir blablabla, les droits de douane ont été effacés et les plafonds de volume supprimés. Résultat, les arrivages de poulets ukrainiens ont augmenté de 100%. L'interprofession de volaille demande aux autorités européennes et françaises d'activer la clause de sauvegarde. Ce mécanisme classique de l'UE aurait pour effet de stopper les importations ukrainiennes. Donc on nous rappelle que les Français ne sont pas les seuls à souffrir, il y a un rappel de ce que je viens de vous dire, et encore une fois on nous parle de concurrence déloyale. Les conséquences sont plus lourdes en France, les coûts de production sont supérieurs à ceux de la Pologne et nettement plus élevés que ceux de l'Ukraine. Les salaires sont plus généreux dans l'Hexagone. Les contraintes environnementales n'existent pas en Ukraine. Les élevages immenses peuvent atteindre 1 million de poulets, quand en France la moyenne des élevages en compte 40 000, sans compter que ces fameux élevages d'1 million de poulets en Ukraine payent des taxes à Chypre, c'est-à-dire pas du tout. Donc, concurrence déloyale sur le plan social, environnemental et sanitaire, et fiscal. Et donc en France, voilà, ils sont en train de gueuler de la même façon, sauf qu'on n'a pas un gouvernement qui s'intéresse vraiment au sort des agriculteurs. La conséquence, c'est qu'il y a 200 poulaillers qui vont fermer, parmi les fermiers de Loué. La coopérative volaille sartoise a subi de plein fouet les conséquences de l'inflation qui détourne les consommateurs des volailles fermières labellisées au profit de poulets standards bon marché, souvent importés. Donc l'inflation fait qu'on n'achète plus les grosses volailles, et puis les gens se tournent vers des volailles moins chères, qui viennent des pays de l'Est, de l'Ukraine par exemple. Voilà donc à quoi on aboutit. On marche sur la tête, ça c'est récemment, hein. C'est en ce moment, en novembre, décembre, c'est la grande épidémie de panneaux à l'envers qui se propage partout en France. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est un mouvement de protestation des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. C'est souvent, on te dit oui, les agriculteurs manifestent. En fait, en général, derrière, c'est la FNSEA, mais bon, bref. Alors pourquoi est-ce que ces gens manifestent? Nous ne pouvons plus faire face à l'augmentation des taxes et des charges dans tous les domaines. Ils dénoncent les normes européennes trop nombreuses, la politique du gouvernement qui facilite les importations alimentaires à défaut d'encourager la pleine production d'une agriculture française. Oh, bah alors, la souveraineté agricole alimentaire promis l'an dernier, ça c'était le 9 septembre 2022, c'était la mère des batailles selon Macron, et maintenant, on nous dit que le gouvernement facilite les importations alimentaires, au lieu de défendre la pleine production française. Ah, c'est bizarre, c'est étrange. Alors, il faut quand même savoir que la FNSEA se fout un peu de la gueule du monde, parce que c'est quasiment eux qui sélectionnent le ministre de l'Agriculture française, et ils ont soutenu toutes les politiques européennes, d'intégration européenne, de développement du marché commun, de développement du libre-échange et de tous ces accords commerciaux. Et maintenant, ils sont on subit les normes européennes, et on subit les importations facilitées dans l'alimentaire. Vous seriez pas un peu con, ou je sais pas, enfin... Et ils se plaignent aussi de la fiscalité écologique. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà où on en est sur le libre-échange et l'agriculture qui, comme certaines industries comme le textile avant eux, l'agriculture est passée en pertes et profits pour signer de nouveaux traités de libre-échange qui favoriseront l'industrie chez les autres. Hier, les fameuses compagnies d'assurance du Royaume-Uni. Demain, l'industrie automobile allemande. L'industrie en général,
Parce que des fois, il y a des accords, comme on a vu, qui favorisent le commerce, qui favorisent le développement de l'industrie agroalimentaire. Et tout ça est fait sur le dos des agriculteurs. Et on te parle de libre-échange, on te parle de solidarité européenne. Donc on a vu un petit peu ce que ça valait. Donc on a vu que ça crée des problèmes sur les marchés céréaliers, sur le poulet, sur les œufs notamment. Et il y a aussi le miel. Le miel, en ce moment, tous les apiculteurs sont en train de crever. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, c'est pas forcément à cause de l'Ukraine, parce qu'on on importait déjà dans l'Union européenne plus de 50 000 tonnes de miel par an. Du miel qui était d'ailleurs souvent trafiqué et adultéré avec du miel chinois. C'était une formidable porte d'entrée du miel chinois avec l'Espagne et l'Argentine. L'Ukraine était vraiment dans le top 1 pour faire rentrer ces merdes. Et suite à la guerre en Ukraine, il y a quand même une diminution des exportations, de la production, et il y a eu 14% de miel en moins provenant de l'Ukraine. Donc c'est pas forcément la libéralisation des échanges avec l'Ukraine qui a causé un problème dans l'apiculture, mais c'est plus généralement l'importation de miel à bas prix, qui est, endémique, qui est là depuis des décennies. Ça posait pas trop de problèmes jusqu'à maintenant, parce que la production française il y a eu une sous-production. On produisait à peu près 14 000 tonnes de miel pour en vendre 40 000 en France, et donc la différence était importée. Et il se trouve qu'il y a eu, à l'échelle française, quelques bonnes années, 2023, 2022, où la production a augmenté, mais ce miel ne trouve pas preneur, notamment aussi à cause de l'inflation, puisque les gens dans les rayons miel, il y a les confitures, il y a les pâtes à tartiner, et le miel est le produit le plus cher. Même le miel de grande surface est le produit le plus cher dans le rayon. Donc les gens ont tendance à se détourner du produit. Il y a eu un effondrement des ventes depuis le début de l'inflation. On l'a vu aussi sur la boutique avec Nicolas. Il y a eu un effondrement des ventes dès le début de l'inflation et des problèmes énergétiques. Et ça s'est aggravé au cours de 2022. Et là, 2023, c'est la catastrophe. Il y a eu une mobilisation fin novembre, justement, pour dénoncer les importations et signaler aux autorités les difficultés de commercialisation des apiculteurs pointristes. Par contre, non, ça faut arrêter. Et ils invitent la profession apicole à se mobiliser. Depuis plusieurs mois, les apiculteurs français n'arrivent plus à vendre leur production de miel en vrac, ou lorsqu'ils trouvent un acheteur, c'est contraint de le vendre à un prix proche du simple coût de revient. C'est une catastrophe économique pour les apiculteurs professionnels concernés, et un grand nombre d'entre eux n'arrivent pas à passer le cap de cette situation particulièrement difficile, là encore, sans une aide urgente de l'État. Alors que la production française couvre moins de la moitié du volume de la consommation française, les négociants français ont saturé leurs entrepôts de miel d'import des pays d'Europe de l'Est, achetés moins de 2 € le kilo, défiant toute concurrence avec la production française. Les apiculteurs se retrouvent avec près d'une année complète de production en stock, soit des milliers de tonnes de miel bloquées sur les fermes, au risque de se dégrader et de devenir prochainement tout à fait invendables. L'UNAF appelle le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour soutenir ses producteurs. C'est-à-dire, en fait, vous avez créé une situation qui nous empêche de vendre notre produit, il faut nous donner de l'argent pour qu'on continue d'exister. Et c'est pas ce qui va se passer, vous allez tous crever, en fait. Et ça, c'est les joies de l'Union européenne et du libre-échange. Stop aux imports de miel à bas prix, le cri d'alarme des apiculteurs français. Donc ils sont venus place de la République. Et là il y a le témoignage de l'un de ces apiculteurs. Il a produit 60 à 70 tonnes de miel par an. Habituellement, on a écoulé les 3/4 de la production à cette époque de l'année, donc fin novembre. Cette année, j'en ai vendu 5 tonnes pour l'instant. Les stocks de négociants sont pleins, le miel ne se vend pas. Les conditionneurs avaient annoncé qu'ils n'achetaient plus du tout de miel français avant le mois de mars. Ce qui veut dire qu'il y a différents types d'apiculteurs. L'apiculteur, on va dire occasionnel, celui qui a 2-3 ruches, qui produit 80-100 kg de miel, qui va peut-être le vendre une fois sur un marché ou qui le vend à ses voisins. Ce qui ne consomme pas, il le vend à un prix extrêmement bas. Voilà, amateur, merci. Donc l'apiculteur amateur, qui s'en fout un petit peu de vivre de son produit, qui est souvent un mec à la retraite, qui avait du matériel ou qui fait ça pour s'amuser, et qui va le vendre 10 € le kilo, ça lui paye 2-3 frais et il s'en fiche. Et donc ensuite, il y a l'apiculteur professionnel qui, lui, est soumis à des impôts, des taxes et essaye de se tirer un salaire de son activité et qui ne peut pas se permettre de forcément le vendre à 10 € le kilo.
Ça dépend ce qu'il produit et comment il le produit. Et là-dessus, on va distinguer 2 types de professionnels. Celui comme Nicolas qu'on a sur la boutique, qui travaille tout seul, qui fait pas de transhumance, qui produit du miel local et qui en plus trie son miel. Parce qu'il y en a, ils mettent tout dans le même fût, c'est du miel toute fleur, on met tout dans les mêmes pots et on vend uniquement à la grande distribution et on s'en fout. Donc effectivement, ils peuvent proposer un prix un petit peu plus bas. Mais quand tu t'embêtes à tout trier tes différents miels au fil de la récolte, ça prend plus de temps. Voilà, bref. Ils ont des coûts un petit peu plus élevés et ceux-là, ils ne peuvent pas se permettre de le vendre à 10 € le kilo. Moi, je le lui achète autour de 25 ou 30 à peu près. Donc il y a des gens qui râlent un petit peu sur les prix sur la boutique, mais il faut savoir que la majorité du prix finit dans la poche d'un apiculteur. Il y a un autre type d'apiculteur un peu plus, entre guillemets, industriel, qui sont à une échelle un peu moins artisanale, on va dire, comme par exemple ce monsieur qui fait 70 tonnes par an, qui ont des employés, et qui font de la transhumance. C'est-à-dire qu'ils vont, en fonction des floraisons, se déplacer leurs ruches dans des zones extrêmement mellifères, souvent des plantations, etc. Et eux, effectivement, ils ont des rendements beaucoup plus élevés par ruche, donc des coûts moindres au kilo. Et en général, ils mettent tout dans un fût de 300 kg et ils expédient ça chez un conditionneur qui, lui, vendra à la grande distribution. Tout ça va être mélangé avec des produits d'importation en général. Le prix d'un miel comme ça, c'est autour de 6, 8, 10 € le kilo quand c'est des variétés très spéciales, très rares. Donc voilà les prix en général quand c'est vendu en vrac à des conditionneurs. Et en ce moment, les conditionneurs, ils ont des problèmes aussi pour vendre leur miel dans les grandes surfaces, en raison de l'inflation, et ils se tournent exclusivement maintenant, ils se font plus chier à acheter du miel français plus cher qu'ailleurs, ils sont plus ou moins obligés en fait de se tourner vers des miels à bas prix, qui sont souvent trafiqués d'ailleurs, et ils en achètent énormément donc dans les pays de l'Est, et le miel français ne se vend plus du tout. C'est la première fois qu'on a autant de miel sur les fermes qu'on n'arrive pas à vendre. La production française de miel a été particulièrement bonne ces 2 dernières années. 33 000 tonnes en 2023 et 30 000 tonnes en 2022, donc près du double de ce qui se faisait habituellement. Ça tournait autour de 15 000 tonnes et on en vend 40 50 000 tonnes par an en France. Donc avant, on faisait un tiers de la production, enfin de la consommation nationale. Là, on est plutôt proche des 2 tiers, voire des 3 quarts. Et tout ça est cette surproduction, entre guillemets, cette augmentation du volume disponible, est en concurrence avec des importations à des prix scandaleux, à moins de 2 € le kilo, en particulier en provenance d'Europe de l'Est. Le prix du miel n'a pas baissé pour les consommateurs, a-t-elle ajouté, en dénonçant des surmarges dans la filière, chez les négociants ou les distributeurs. Plutôt probablement chez les distributeurs d'ailleurs. Bref. Et donc les apiculteurs mobilisés, qui sont allés place de la République pour se plaindre de cette situation, ils ont demandé une aide d'urgence forfaitaire à la trésorerie, estimée à 50 millions d'euros, ainsi que la mise en place d'un prix minimum d'entrée sur le territoire ne pouvant pas être inférieur au prix de revient en France. Donc déjà, cette fameuse mise en place d'un prix minimum, ça n'arrivera pas, hein. C'est même pas la peine d'en discuter. C'est une compétence exclusive de l'Union européenne et ça contrevient non seulement aux règles du marché commun, puisqu'ils veulent que ce prix soit au niveau des frontières françaises, donc il va falloir quitter l'Union européenne, et ça contrevient à un certain nombre de traités de libre-échange qui ont été négociés à l'Union européenne, par exemple avec l'Ukraine, ou bien au niveau de l'OMC. Donc là aussi, il va falloir sortir de ces trucs-là. Le fameux libre-échange auquel on n'a pas le droit de dire non. Donc, tous les gens qui ont milité pour la mondialisation ont créé des conditions, ont créé leur propre enfer. Ils se sont mis eux-mêmes, notamment des lobbies comme la FNSEA, etc., ont mis eux-mêmes les agriculteurs en concurrence frontale, déloyale, avec des productions qui ne respectent aucune règle environnementale, sociale, fiscale, qui pourtant sont imposées aux agriculteurs en France. Donc ils se retrouvent avec des coûts de production supérieurs, et ensuite on les met en concurrence avec des pays qui ne respectent aucune des normes qu'on leur impose. Et ils s'étonnent de la situation. Et ils disent « Ah bah vous comprenez, c'est difficile, on est face à une concurrence déloyale, donc il faut nous donner de l'argent. » Si bien que on a fait des fameux traités de libre-échange, des accords de libre-échange qui devaient apporter la prospérité et la paix. On va faire le commerce censé rapprocher les peuples, apaiser les tensions, favoriser la paix. On voit bien qu'au niveau de l'Union européenne, ça crée des tensions pas possibles
entre la Pologne, par exemple, et la Commission, entre la Pologne et l'Ukraine, entre les différents États membres qui se tirent dans les pattes parce que y en a un qui refuse de crever et de laisser crever son agriculture pendant que les autres n'ont pas ce courage. Donc ils reprochent ensuite à la Pologne de dire « Oh, quand même, vous créez des distorsions à l'intérieur du marché européen, c'est pas bien ». Et puis ce fameux libre-échange censé développer le commerce, créer de nouvelles opportunités, apporter la prospérité à tous, tire en fait tout le monde vers le bas. Et les consommateurs, qui sont censés être les grands bénéficiaires de ce fameux libre-échange, se retrouvent à payer leurs produits 2 fois. Parce que les agriculteurs sont subventionnés avec la PAC, on paye une fois. Ensuite, on achète des produits de merde qui sont importés et on les paye beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et comme ces produits tuent les producteurs nationaux, il faut ensuite les subventionner une 2e fois pour qu'ils ne crèvent pas. C'est merveilleux. Et donc tout ça est censé apporter la prospérité. C'est une blague. Donc bien évidemment, il faut imposer un prix minimum d'entrée qui soit au moins supérieur au prix de revient en France. Mais alors là, le pot de miel à 4 € le kilo, à 5 € le kilo, premier prix que vous trouvez à Carrefour ou je sais pas où, il disparaît des rayons. Et là, vous allez voir ce que c'est que la réalité de votre niveau de vie. Parce que tout ça permet de tromper un peu les gens qui se disent « c'est bon, j'ai les moyens d'acheter du miel ». Non, je ne crois pas. Ce que vous achetez est un mélange de miel importé pouvant contenir une certaine dose de sucre ajouté. Et le tout étant chauffé, trafiqué, mélangé, dénaturé. Globalement, c'est de la merde. Le vrai miel, ça a un certain prix. Vous pouvez en trouver du bon parfois à 10, 15, 20 € le kilo à côté de chez vous auprès d'apiculteurs amateurs. Après, comme je le dis, faut quand même penser aussi que les professionnels ont des frais que les amateurs n'ont pas et sont censés se tirer un salaire de cette activité. Et donc le vrai prix du miel actuellement en France se situe plutôt entre 15 et 30 €. Là, ce serait pas mal. Du miel toute fleur fait par des gens qui font de la transhumance, vendu en pot comme ça. En général, d'ailleurs, dans la grande distribution, c'est plutôt autour de 20, ce genre de truc. Donc il va falloir un moment que les agriculteurs se réveillent parce qu'ils sont la dinde sur la table en ce moment des progrès du libre-échange européen. Ils sont la monnaie d'échange, voilà, c'est le terme que je cherchais. Pour développer les exportations chez les autres, on va sacrifier l'agriculture française. Et bien entendu, le gouvernement ne fait rien. D'ailleurs, il n'a rien le droit de faire. On a un ministre du Commerce extérieur dont ce n'est pas la compétence. On a un ministre de l'Agriculture dont ce n'est pas la compétence. Ces 2 domaines sont des compétences exclusives de l'Union européenne. Et malgré les beaux discours de notre classe politique depuis le Covid, et notamment de Macron, qui nous parle relocalisation, souveraineté alimentaire, etc., eh ben, dans la coulisse, il y a une multitude de traités de libre-échange qui sont en train d'être négociés et dans lesquels l'agriculteur français est la monnaie d'échange. Et vous allez l'avoir dans le cul. Et c'est pas avec quelques millions de subventions pour compenser votre faillite que vous allez vous en sortir. Parce que sinon, mettez-vous directement au chômage. Arrêtez de travailler et prenez des aides, en fait, tout simplement. Parce que là, vous produisez, en l'occurrence, du miel qui ne trouvera jamais vendeur et qui est en train de pourrir dans les stocks. Parce que les fournisseurs de la grande distribution, qui vous achetaient avant votre miel, eh bien, ils préfèrent l'acheter à 2 € en provenance des pays de l'Est. Donc si vous vous souciez de certaines considérations en termes de qualité sur l'alimentation, sur l'industrie, vous êtes contre les traités de libre-échange. Parce que le libre-échange, ce n'est pas l'échange d'un produit de meilleure qualité à un meilleur prix, etc. C'est tout simplement la mise en concurrence des États entre eux sur leurs normes sociales, environnementales, sanitaires et fiscales. Et le talent de ces États, ce n'est pas de produire un meilleur produit que le voisin envierait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas que on te cite souvent dans les trucs de libre-échange à la Ricardo, on te dit le vin portugais est meilleur que le vin anglais, et donc ils ont intérêt, les Anglais, à exporter des draps au Portugal et à importer du vin, au lieu de produire du vin chez eux. Et comme les draps sont de meilleure qualité, parce que c'était à une époque où il y avait de l'industrie au Royaume-Uni, comme les draps sont de meilleure qualité au Royaume-Uni, le Portugal a intérêt à échanger son vin contre des draps, et donc voilà, un échange de bons procédés entre 2 pays. Et là, on te parle de qualité de produit.
de prix et de rapport qualité qui sont meilleurs. Mais dans les faits, ce qu'on constate avec la multiplication de ces traités de libre-échange, c'est qu'à chaque fois, le talent ne réside pas dans la productivité ni dans la qualité intrinsèque du produit, mais dans la capacité à faire du dumping social, fiscal, environnemental et sanitaire. C'est tout. Alors si vous êtes pour ce système, c'est vous que ça regarde, mais arrêtez d'essayer de fabriquer des produits de qualité, fabriquer de la merde à bas prix. Et en faisant de l'évasion fiscale, et en utilisant, je sais pas, des migrants clandestins non payés, non déclarés, là vous serez compétitif, vous aurez le talent, le fameux talent qui est promu dans ces traités de libre-échange, qui est recherché. Mais si vous voulez faire de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industrie avec une certaine considération pour le produit ou je sais pas quoi, va falloir à un moment, comment dirais-je, développer des considérations nationales. C'est déjà compliqué des fois de s'entendre au niveau national, et les types se disent on va faire ça au niveau mondial. Même. Vous voyez déjà le bordel que c'est au niveau européen, les types se disent on va faire ça au niveau mondial, on va faire ça dans des traités de libre-échange, des machins qui mettent 20 ans à être négociés, et une fois que tu as les conséquences de ce bordel, là, qu'on a vu au cours de cette vidéo, eh bien, tu n'as pas d'autre choix que de quitter ces accords, en fait. Sinon, vous allez crever, tout simplement. Là, toute l'apiculture française va crever parce qu'ils ont trop produit. Ils ont trop produit à un moment où l'inflation a fait que les consommateurs, en plus, ont disparu et on est noyé de produits importés de merde dont l'Union européenne se fiche de réglementer. Parce que ça donne l'impression que les consommateurs européens ont un niveau de vie qu'ils n'ont pas vraiment, en fait. Vous croyez que vous avez des moyens d'acheter du miel, c'est pas le cas. Vous achetez de la merde. Si demain, on mettait en pratique ce qu'ils réclament, c'est-à-dire la mise en place d'un prix minimum d'entrée sur le territoire ne pouvant être inférieur au prix de revient en France, vous aurez un triplement, un quadruplement du prix du miel en France. Déjà que les consommateurs, paraît-il, boudent un peu le miel dans les grandes surfaces. Pour le moment, il paraît que la consommation n'a pas tellement baissé. Alors peut-être qu'ils se rabattent sur des miels premier prix. Mais alors là, il y aurait un effondrement des ventes de miel. Et peut-être qu'on se contenterait de vendre uniquement les miels produits en France. Ce qui serait d'ailleurs pas un mal. Ce qui éviterait de donner 50 millions d'euros pour éviter de laisser couler des gens qu'on a rendus non compétitifs. Alors je ne sais pas si chaque année on va débourser 50 millions pour soutenir des entreprises, des fameux canards boiteux comme on dit. Normalement, là, toute l'apiculture, c'est fini, c'est finito. Là, actuellement, si Nicolas Chapuis, l'apiculteur qui est sur notre boutique, ne vendait pas à travers zone artisanale, il aurait déjà fermé. Parce que la moitié de ses ventes, maintenant, c'est sur Internet. Donc voilà un petit peu où on en est. Il serait temps que certaines personnes rentrent en cohérence avec elles-mêmes. Nous sommes donc ravis de soutenir l'Ukraine et de soutenir le libre-échange. On voit le résultat. Je vais vous inviter à aller voir cette vidéo, Les raisons de la colère, justement, sur une chaîne qui s'appelle Une saison aux abeilles, qui est un apiculteur. Et il est allé, place de la République, justement, à cette fameuse manifestation des apiculteurs. Et vous allez pouvoir voir les témoignages de différents acteurs de la profession. Donc voilà où on en est. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur zoneartisanale.com pour acheter du vrai miel à un vrai apiculteur. Puis il y a aussi du chocolat, il faut en profiter, hein, c'est les fêtes. C'est la dernière ligne droite pour commander avant Noël. Et puis, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait à l'époque sur la relocalisation. J'avais fait une vidéo sur l'agriculture, notamment, où ça parlait un petit peu libre-échange, FNSEA, tout ça. Et on voyait que les belles paroles, le beau discours déjà à l'époque, ça cachait, comment dire, c'était l'échec était prévu d'avance, quoi. Voilà. Donc il y a 2 vidéos sur la relocalisation, une plutôt axée sur l'industrie, où on voit d'ailleurs les débilités déjà de Bruno Le Maire. Et puis il y en avait une autre sur l'agriculture, donc je les mettrai là sur YouTube. Je vous invite à aller les voir. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo. Il y en aura d'autres là qui vont arriver sur le coût de notre soutien à l'Ukraine, qui n'est pas seulement normatif et libre-échangiste. Et puis ensuite sur l'inflation, comment Bruno Le Maire a vaincu l'inflation. On va voir que les problèmes vont sans doute repointer le bout de leur nez à la faveur du hasard, puisque c'est à peu près par ça que nous sommes gouvernés actuellement. Bonne soirée à tous, à très bientôt pour de nouvelles singeries, et puis je vous souhaite une bonne soirée.